Bonjour, vous écoutez C'est Bleu, le podcast qui parle de ce que la mer fait d'actualité, dessus, dessous, à côté et sur la côte bleue. Je suis Jean-Michel Roch et je vous souhaite la bienvenue sur C'est Bleu. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Maritima au profit de la station SNSM de Carreau. Depuis 1868, ces femmes et ces hommes sauveteurs en mer bénévoles risquent leur vie pour aller sauver celle des autres. Dans la vie civile, ils sont marins, mécaniciennes, architectes, ingénieurs, profs, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens. Et en 15 minutes, ils appareillent dans le calme plat ou la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. En 2024, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 €. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2023. Alors soutenez-les en faisant un don sur le website station-carreau.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Carreau. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la côte bleue. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver comme tous les 15 jours dans le podcast C'est Bleu au profit de la station SNSM de Carreau. Avant de commencer cet épisode 52, je tenais à vous donner quelques nouvelles de notre futur navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Car c'est bien le but de ce podcast, de faire parler de la station SNSM en prévision du changement de ce bateau de sauvetage. Et bien le dossier avance, nous devrions recevoir ce navire en septembre 2024. Et nous cherchons toujours une partie de son financement, alors à vos dons. Et aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qui intéresse toute la France, pas que la Côte Bleue et Marseille. Si je vous dis 4807 mètres, vous allez me répondre le Mont Blanc. Mais si je vous dis que c'est de Marseille que l'on admire le mieux sa hauteur, vous allez penser une galéjade. Eh bien non, c'est de et à Marseille et pour toute la France que l'altitude des montagnes, des collines est calculée. Et pour abriter ce magnifique instrument de mesure qui se nomme un marégraphe, il faut un bâtiment. Et pour nous parler de ce monument historique, je suis en compagnie de... Alain Coulon, bonjour. Alain, bonjour, président de l'association Les Amis du Marégraphe. C'est ça. Alors, le marégraphe, qu'est-ce que c'est, pourquoi il est à Marseille? On va tout savoir sur ce bâtiment historique. Merci de nous recevoir ici, à Marseille. Mais de nos jours, on prête plus guère attention à ce monument installé au bout de la corniche Kennedy. Et pourtant, il a une fonction stratégique dans la bataille du réchauffement climatique. On va le voir à la fin de ce podcast. Mais avant de nous parler de tout ça, de ce fantastique outil qui va fêter l'année prochaine ses 140 ans, je vous laisse le soin de vous présenter. Donc Alain Coulon, je suis un ancien ingénieur IGN, donc l'Institut national de l'information géographique et forestière. C'est cet institut qui gère le marégraphe de Marseille. Et donc je suis venu au marégraphe la première fois en 2004 en tant qu'ingénieur en fonction pour travailler. D'accord. Vous avez pris votre retraite, c'est ça? Et puis oui, je suis sans doute déjà à l'époque, bien avant ma retraite, tombé un petit peu amoureux des lieux. Voilà. J'ai passé 10 ans à écrire un bouquin sur l'histoire du marégraphe. J'ai reçu plus de 10 000 personnes au marégraphe entre 2013 et 2019. Tout ça, c'était avant ma retraite. Et puis en 2021, effectivement, j'ai pris ma retraite et on a créé une association, Les Amis du Marégraphe de Marseille, pour poursuivre un peu toute cette histoire. Alors, on l'a compris, vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes tombé amoureux de ce magnifique bâtiment. Mais un marégraphe à Marseille, pourquoi? À quoi ça sert de calculer le niveau zéro et le niveau de toutes les collines et montagnes en France? Alors, l'altitude, en fait, c'est plus la différence d'altitude qui est intéressante. Mmh. Et tout ça, ça sert à des travaux d'aménagement du territoire. Bien sûr. À faire couler de l'eau, à ce que la maîtrise du TGV, elle peine pas trop dans les montées, à ce qu'on mette pas trop de remblais et de déblais sur les autoroutes, etc., etc. Et donc... Donc c'est un outil qui sert pour les terriens, oui. Mais c'est au bord de l'eau et par des marins, on va dire, qu'est calculée l'altitude en France. Voilà. Avant le 19e siècle, chaque fois qu'il y avait un chantier, il y avait un zéro local. Et oui. Et puis dans la première moitié du 19e siècle, on a commencé à faire beaucoup de chantiers d'ampleur nationale, des voies ferrées notamment. Et donc on a eu besoin d'un zéro. Et ce premier zéro, il était au Vieux-Port. Mmh. C'était une échelle de marée.
Et puis on a, disons, modernisé ou si on l'a rendu plus scientifique 20-25 ans plus tard avec la construction du marégraphe de Marseille. Il a débuté en quelle année ce chantier ? Donc les bâtiments ont été construits en 1883, l'appareil a été construit en 1884 et les premières mesures ont eu lieu en février 1885. Et ce bâtiment, à l'époque, il ne devait pas servir très très longtemps, c'est ça, la petite anecdote ? L'instrument et le bâtiment qui l'abrite. Oui, on voit que, quand on voit le volume et la qualité de l'ensemble immobilier, on voit bien que ça n'a pas été construit pour durer quelques années. À l'époque, il y avait trois marégraphes du même type. On parlera tout à l'heure de marégraphes totalisateurs. Les deux premiers, c'était deux petites cabanes sur une plage au bout d'un quai. Ils ont disparu assez rapidement. Forcément, avec les conditions voilà. météo. Voilà. Et là, on voit bien qu'à Marseille, non, dès le départ, on a construit pour durer. Et donc, on voulait mesurer le niveau de la mer bien après la fixation du zéro des altitudes. Et on voulait faire ça bien. Voilà. Alors, pourquoi la Méditerranée ? Pourquoi on choisit ? Alors, on comprend que pour calculer le niveau pour la Terre, il faut se baser par rapport à la mer. On comprend la Méditerranée, la mer, mais pourquoi cette mer ? Alors, on a choisi effectivement d'établir des altitudes au-dessus d'un zéro qui est un niveau moyen de la mer. Donc, établir un niveau moyen, c'est plus facile en Méditerranée. Parce que c'est une mer fermée. Oui, voilà. Il y a peu de marées parce que c'est une mer fermée, profonde, relativement petite. Donc ça, c'est pourquoi la Méditerranée. Après, pourquoi Marseille sur la Méditerranée ? Parce que le premier nivellement général de la France, des opérations qui reliaient les différents niveaux moyens des différents ports français, disait que, c'était les mesures de l'époque, que le niveau de Marseille était le plus bas de tous les ports français. D'accord. Donc mettre un zéro à Marseille, ça voulait dire des altitudes toutes positives. Ça évitait juste de gérer des plus et des moins. Voilà. Et alors, je vous posais la question, mais comment on fait pour mesurer son niveau zéro quand on n'a pas de mer ? Comment ça par exemple, la Suisse, ils sont oui. pas au bord de l'eau, mais ils mesurent quand même le Mont Cervin. Oui, donc toutes les nations qui n'ont pas de littoral maritime se rattachent sur un marégraphe d'un pays voisin. Alors, nos amis suisses qui ont gagné la Coupe América, ils se basent sur Marseille, le niveau zéro qui calcule à Marseille, c'est ça ? C'est exactement ça, pour une raison technique, donc ils n'ont pas de littoral. Et puis une raison historique et politique, parce qu'en 1880, voilà, c'était juste après Napoléon III, juste après les liens avec Victor Emmanuel. Enfin voilà, il y avait des liens assez étroits entre la France et la Suisse, voire avant la Suisse, c'était plutôt le royaume de Piémont-Sardaigne. Ouais. D'accord, alors ça c'est la petite anecdote qui va faire sourire nos amis qui font du bateau et du gros bateau style America's Cup. Alors, on le comprend, Marseille est choisi parce que c'est une position stratégique, mais pourquoi à la Corniche, au bout de la Corniche là-bas ? Alors il y a eu deux projets d'établissement du bâtiment du marégraphe. Il y en avait un qui était dans l'ancien bassin de carénage au Vieux-Port, et puis le deuxième qui était donc sur la Corniche. Le premier, c'était un endroit où on faisait beaucoup de réparations de bateaux, donc beaucoup de poussière, de la poix, des mouvements de bateaux. Ça allait pas, quoi. Ça allait pas pour ce qu'on voulait faire. Alors que la Corniche, il faut l'imaginer, il y a plus d'un siècle, voilà, c'était le bout du bout de Marseille. C'était vraiment presque la campagne. Et puis là-bas, il y avait du rocher calcaire, un promontoire qui a priori était solide et stable. Et on vérifie aujourd'hui qu'avec des moyens modernes, qu'effectivement, ce promontoire, il est très stable. C'est le génie humain au service des sciences avec un magnifique bâtiment que vous pourrez bientôt visiter. On va vous en parler à la fin. Donc, le bâtiment est construit, opérationnel à partir de 1885. Et le dernier gardien, parce qu'il y avait un gardien, un peu comme les gardiens de phare, il s'en va en 1988, c'est ça ? C'est ça, il y a eu 11 gardiens successifs pendant un peu plus d'un siècle. Le premier est arrivé en novembre 1883.
et le dernier est parti en 1988. Une histoire mouvementée puisqu'il a été fermé en 1990, des gros travaux en 2006, si je me rappelle bien. Alors fermé, pas spécialement, mais les bâtiments n'étaient pas du tout dans les années 90 dans l'état où ils sont actuellement. Oui, c'était... Donc effectivement, il y a eu de gros travaux de rénovation dans les années 2006, 2007. Et puis cette année, l'hygiène qui gère le bâtiment, tous les travaux sont sur le budget de l'hygiène, a encore mis plusieurs centaines de milliers d'euros pour refaire notamment les grilles cette année, et puis toutes les huisseries, et puis d'autres travaux, y compris sur l'appareil. Alors on va y arriver à ce magnifique outil. Alors pour les gens qui ne savaient pas, s'imaginent ce que c'est, à quoi ressemble un marégraphe. Alors ça ressemble à quoi un marégraphe? Une espèce d'horloge Alors il y a une horloge, puisque le but du jeu c'est au départ de tracer les mouvements de la verre en fonction du temps. Donc comme il y a du temps, il faut qu'il y ait un système d'horlogerie. C'est un plateau en fonte qui est sur un socle. Ça fait 1,50 m de long, ça fait, 60 cm de large à peu près. Il y a des poulies. Oui, tout un tas d'engrenages. C'est des pièces en laiton pour la plupart. C'est un bel outil, donc. Haute horlogerie, on pourrait dire de nos jours. Oui, il y a une partie horlogerie, mais il n'y a pas qu'une partie horlogerie. Donc l'horloger qu'il a redémonté là, en 2018 dit qu'il y a pratiquement 10 000 pièces là-dessus. Quand on démonte toutes les petites vis, voilà, c'est un sacré puzzle. Donc la plupart en laiton, on a du verre pour un grand plateau qui est à l'extrémité de l'appareil. Et puis on a des roulettes en agate aussi, de la pierre qui roule sur ce verre. Pour l'époque, c'était de la haute technologie. Oui, l'horloge, elle est numérotée, elle est signée. Voilà, c'est effectivement... De toute façon, il y a eu une recherche d'excellence depuis le départ sur cet appareil, sur le bâtiment, sur l'ensemble des mesures faites au marégraphe. Qui a eu l'idée d'installer ce marégraphe et de commander cet outil magnifique? Alors à l'époque, c'était une commission du nivellement général de la France. Donc c'était 7 ou 8 ingénieurs, polytechniciens, etc. Et puis dans les années qui ont suivi, le secrétaire de cette commission est devenu le premier directeur du service du nivellement général de la France. Il s'appelait Charles Lallemand. D'accord. Et c'est véritablement lui la cheville ouvrière de la commission, et il est devenu un peu l'âme du marégraphe. C'est lui qui a correspondu pendant 6 mois avec le fabricant, l'ingénieur allemand, oui, le concepteur plus que le fabricant. Et qui, c'est des échanges de courriers très techniques où ils discutent de tout un tas de choses. Et donc il y a eu un concepteur des 3 instruments du même type qui ont été fabriqués. Et celui de Marseille, c'est vraiment un échange entre 2 ingénieurs, un Allemand qui s'appelait Reitz et un Français qui s'appelait Lallemand. Voilà. D'accord. Et le bâtiment lui-même, qui c'est qui l'a construit? Alors, il n'y a pas d'architecte. C'est le service maritime des Bouches-du-Rhône. Donc, c'est un conducteur des ponts et chaussées. Il est peut-être conducteur principal, je ne me rappelle plus. Mais enfin, voilà, ce grade-là, il n'était même pas encore ingénieur. C'est Auguste Sébillotte, et c'est lui qui a fait aussi les plans du phare de Planier. Ah, c'était la même époque. Ça rappellera des souvenirs à nos auditeurs qui peuvent retrouver le podcast sur le phare de Planier. Alors, ce bâtiment, il y a quelque chose un peu de Jules Verne dans cette âme de ce bâtiment. Il y a un tunnel qui va jusqu'à la mer. Expliquez-nous tout. Il y a un flotteur. C'est digne d'un roman d'aventure. Oui, enfin c'est vrai qu'il y a une ambiance un peu Jules Verne, un peu pavillon de Breteuil. On descend dans une salle souterraine avec un petit escalier en colimaçon. Au fond, il y a ce qu'on appelle le repère fondamental, donc c'est du platine-iridium. Enfin, c'est un peu l'équivalent du mètre étalon. C'est un gros clou planté dans... C'est ça, c'est un rivet. Il est en iridium, c'est ça? C'est la surface dessus. En fait, c'est un bloc de granit. Après, dans ce bloc, il y a donc une pièce métallique.
Pour être sûr que ça ne bouge pas trop, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et pour que la surface de ce clou soit encore plus dure, on a rajouté un petit peu de métaux très résistants. Alors, c'est un appareil unique au monde? Alors, l'appareil lui-même, il y a donc eu 3... sa particularité, c'est qu'il comprend, en dehors du système d'horlogerie, en dehors de l'enregistrement papier, il y a un appareil qui est un intégrateur mécanique, on dit aussi un totalisateur, parce que ça fait des sommes de niveau d'eau en permanence. D'accord. Et ces sommes qu'on lit sur l'appareil nous permettent très facilement d'avoir un niveau moyen de la mer sur une période de temps choisie, une semaine, un mois, 10 ans, ce qu'on veut. C'est un espèce de calculateur moderne, quoi. C'est ça, mécanique, mécanique et moderne. Et donc il y a eu 3 marégraphes totalisateurs construits dans le monde. Le premier installé sur l'île d'Helgoland, dans la mer du Nord. Pas loin de Hambourg. Il a disparu, ce mécanisme? Il a assez vite disparu, et de toute façon, même s'il n'avait pas disparu très vite, pendant la dernière guerre mondiale, Helgoland a été extrêmement bombardé, donc de toute façon, il n'aurait pas survécu. Voilà. Le deuxième, c'était Cadix, il n'a pas survécu très longtemps non plus. Les Espagnols ont encore ont récupéré quelques pièces de l'ancien marégraphe de Cadix, et ils ont fait un facsimilé pour un musée, et je les avais d'ailleurs aidés il y a quelques années à faire le double du marégraphe de Cadix. Donc c'est le seul qui reste, celui de Marseille, donc il est unique au monde. Il est aujourd'hui unique au monde, enfin en état de marche en tout cas. Dans son jus, au même endroit qu'en 1885. Parce que le plus beau, c'est qu'il fonctionne toujours, cet appareil. Et il fonctionne toujours. Et il sert, il est utile. Voilà, on n'utilise plus la partie enregistrement sur du papier depuis qu'on n'a plus de gardien, c'est-à-dire depuis 1988. Mais on utilise toujours la partie totalisatrice, et donc même si c'est un monument historique, c'est pas une pièce de musée, c'est un appareil en fonctionnement. Wow. Et plus que ça, il est la référence de l'observatoire, c'est-à-dire que même s'il y a des instruments plus modernes aujourd'hui, notamment un marégraphe qui fonctionne avec des ondes radar... ça va être l'ancien qui sert encore aux plus jeunes, on va dire. C'est l'ancien qui est la référence, voilà. Parce qu'on le comprend, de nos jours, vous avez mis des instruments modernes, GPS, Galileo, un radar, tout ça c'est avec les satellites, on comprend. Hein. Alors explique-nous tout, la complémentarité qu'il y a entre donc cet cet instrument historique et les nouveaux qui sont tout jeunes. Alors, on va commencer par le radar. Donc, effectivement, dans le même puits qu'il y a le marégraphe mécanique, il y a aussi un émetteur d'ondes radar. Donc, ça mesure la même quantité que le marégraphe mécanique, la hauteur de la mer. Et bien évidemment, ça produit des fichiers numériques qui sont beaucoup plus faciles à exploiter. On connecte un ordinateur dessus, c'est plus facile. C'est ça. Donc les fichiers exploités par les systèmes internationaux auxquels appartient le marégraphe de Marseille, c'est les résultats du mécanique. Mais encore une fois, les deux appareils sont très complémentaires, parce qu'on va dire que le marégraphe de radar, il est trop jeune pour travailler tout seul. Hein. Si on veut avoir une tendance fiable sur le long terme, il nous faut plusieurs dizaines d'années. En général, les scientifiques disent au moins 40 ans. Ah oui. Et le radar, il est là depuis 2009, donc on est encore loin des 40 ans. Il est tout jeune, oui. Et peut-être que dans 40 ans, on aura encore changé de technologie, parce que c'est pas le premier marégraphe numérique. Avant le radar, il y avait des ondes acoustiques en 98. Donc voilà, c'est... Mais celui qui fait foi, ça reste l'instrument historique. Oui, enfin les deux sont très complémentaires, mais la référence officielle de l'observatoire, c'est le mécanique. D'accord. Et puis de nos jours, les systèmes GPS et Galileo. Voilà. Alors après, il y a des satellites. Alors il y a 2 sortes de satellites. Des satellites à vocation océanographique, donc qui mesurent le niveau de la mer sur l'ensemble des océans. Donc là aussi, c'est très complémentaire des mesures qu'on peut faire dans des points ponctuels au marégraphe sur un littoral. Donc voilà, les deux techniques sont complémentaires. Et puis il y a une deuxième sorte de satellites qui sont des satellites de positionnement,
Donc les marégraphes les plus importants à Brest, à La Rochelle, à Marseille et d'autres sont tous couplés avec une station de positionnement satellitaire, donc on va dire GPS parce que c'est connu par tout le monde. Voilà. Galileo, c'est le système européen. On devrait dire GNSS, Global Navigation Satellite System, pour dire qu'on utilise tous les systèmes exploitables. Donc aujourd'hui, effectivement, GPS et Galileo. Il y a encore 2 ans, GLONASS russe et Beidou chinois. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont se retrouver au milieu de la taïga. Là, si on il vaut peut-être mieux pas essayer. Non. Mais voilà, on devrait dire GNSS, on dit souvent GPS. Et ce que nous apporte le GPS, c'est le contrôle de la stabilité de notre observatoire. C'est-à-dire qu'on calcule on regarde pour ne pas savoir si le marégraphe bouge. C'est-à-dire si le rocher sur lequel il est posé bouge. C'est ça. Quand les résultats des observations de niveau de la mer ont l'air de montrer que le niveau de la mer s'élève, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est réellement la mer qui monte ou est-ce que c'est l'observatoire qui descend un petit peu ou un peu des deux, hein. Donc ça, le GPS répond à cette question-là. Et avec des séries très longues, hein, on a des mesures depuis 1998, donc ça fait 25 ans. Donc sur 25 ans, quand on trace l'élévation de l'observatoire, on a une tendance qui est quasiment nulle. À part une toute petite correction, on peut dire que ce qu'on mesure à Marseille, c'est bien l'élévation du niveau de la mer, et c'est pas autre chose. Voilà. On va en parler de ça. Du coup, ce bon vieux marégraphe installé à Marseille, au bout de la corniche, il y a quelques années, on pensait qu'il était has-been. Mais là, de nos jours, avec les rapports du GIEC, avec tous les scientifiques qui sonnent la sonnette d'alarme, il a une utilité phénoménale. Voilà, donc il a été construit pour durer longtemps, on l'a dit. Les mesures, elles, c'était juste pour une dizaine d'années, une fois qu'on avait calculé le niveau zéro. On a fixé le zéro des altitudes sur une douzaine d'années. Donc du coup, quand on a calculé pour une bonne fois pour toutes le niveau zéro, les petits ingénieurs ont pris leur bâton de pèlerin et sont allés mesurer toutes les collines à droite et à gauche en France. Ça, c'était calé, ça bougeait plus. La fixation du zéro des altitudes, c'est 1er janvier 1897. Donc, ça, c'est fait. Donc, ça fait très longtemps. Voilà. Ça bouge pas. Mais de nos jours, là, celui-là de marégraphe, il nous sert à quoi? Donc, ce qui est assez rigolo, c'est qu'au début, on construisait pour durer longtemps, mais que les ingénieurs de l'époque envisageaient qu'on allait voir des mouvements. On prenait comme référence le niveau de la mer parce qu'on considérait que c'était quelque chose de stable, et qu'on allait voir au contraire des mouvements géologiques, des mouvements de la Terre. Et depuis assez longtemps maintenant, on constate l'inverse. C'est ça. La Terre ne bouge pas, c'est ce qu'on vient de dire avec les mesures GNSS. Et ce qui bouge, c'est de l'autre côté du mur, et c'est effectivement la surface liquide, pour des raisons de changement climatique. La montée des eaux, alors les enjeux pour ce type d'instrument, il va nous servir à quoi exactement pour cette fameuse montée des eaux? D'abord, on mesure la montée des eaux. D'accord. Donc, l'intérêt... On suit la montée des eaux pas à pas. Voilà, c'est ça. Le principal intérêt du marégraphe de Marseille et de plein d'autres marégraphes dans le monde, c'est effectivement de suivre, de comprendre, et puis d'anticiper. Ça, c'est le plus important. L'un des très très nombreux effets des changements climatiques, qui est la hausse du niveau des mers. Il y en a beaucoup d'autres. Nous, on parle de celui-là parce qu'on est sur un marégraphe. C'est ce qui nous intéresse. Voilà. Mais voilà, il y a aussi l'augmentation des températures, les canicules, les feux de forêt, la biodiversité, etc., etc. Il y a plein de conséquences des changements climatiques. Alors, à Marseille, depuis 1885, le niveau est monté de combien de centimètres ? Alors, il est monté à Marseille de 19 cm, mesuré avec les appareils du marégraphe. Donc, c'est pas une petite 20 cm depuis 1885, ça se voit, là. Ça commence à se voir. Ceux qui exploitent les données satellitaires disent une vingtaine de centimètres. Bon, tout ça, c'est cohérent. Ce qui est surtout important, c'est pas tellement la quantité de laquelle ça s'est élevé, mais plus l'accélération du rythme d'élévation. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, on était à Marseille sur un rythme de 1,2-1,3 mm par an. Aujourd'hui, on est quasiment à 4 mm par an, c'est-à-dire que ça fait 3 fois plus.
Donc ça s'accélère. Et ça n'est malheureusement que le tout début. Alors c'est dû à quoi les glaciers qui fondent? Alors l'élévation du niveau des mers est due à deux phénomènes essentiels. Il y a effectivement la fonte des glaces, donc c'est les calottes polaires et tous les glaciers de montagne. Donc les ours polaires, ils vont se retrouver Oui. d'abord à la tasse, les pauvres. Voilà. Et les glaciers donc qui fondent dans les montagnes. Voilà, et avant de faire monter le niveau de la mer, des fois ils produisent des inondations comme ces jours-ci en Inde, je crois. Et puis la deuxième raison, c'est un phénomène qu'on appelle la dilatation thermique ou l'expansion thermique. C'est-à-dire que de l'eau chaude, ça prend plus de place que de l'eau froide. Ah oui, et forcément, si on rajoute les glaciers qui fondent, les calottes polaires qui fondent, plus la chaleur de l'eau, forcément, les niveaux montent. Voilà. C'est à peu près moitié-moitié. Les deux phénomènes représentent à peu près la moitié de toute l'élévation de la mer constatée. Alors, on le comprend, ce vieux marégraphe de Marseille va encore nous servir pendant de nombreuses années. Alors vous, les amis du marégraphe de Marseille, vous en prenez soin depuis quelques années, vous particulièrement, puisque vous étiez détaché sur ce marégraphe du temps de votre service actif, mais depuis, c'est une association qui s'est créée, une belle association. Voilà, donc moi, j'ai jamais été détaché, je faisais ça parmi d'autres activités. Mon boulot, c'était d'entretenir le réseau de nivellement général de la France, donc effectivement en lien avec le marégraphe, de faire des mesures d'intensité de la pesanteur et puis des mesures GNSS. Donc tout ça est très lié. Entre 2013 et 2019, en tant qu'ingénieur IGN, j'ai accueilli 10 000 personnes au marégraphe. D'accord. Organisé tout ça par l'IGN. Et puis, en 2021, j'arrivais à l'âge de la retraite. Je pensais prendre ma retraite. Et donc, on a créé l'association Les Amis du Marégraphe de Marseille. Donc, l'IGN a toujours la responsabilité des bâtiments, de l'entretien des bâtiments. Et des mesures. De tous les travaux qui sont faits, des mesures, de la qualité des mesures. Tout ça, c'est l'IGN. Ça reste l'IGN, d'accord. Et puis, donc, on a une association pour tout le côté valorisation, le côté communication. On a une convention signée avec l'IGN qui nous autorise, par exemple, à organiser des visites du marégraphe quand le bâtiment sera classé établissement recevant du public. Voilà. Ça veut dire qu'actuellement, vous êtes combien de membres, au fait, aux Amis du Marégraphe ? Au jour d'aujourd'hui, on est à 154 Amis du Marégraphe. 154 membres. Donc, si vous avez envie de faire partie de cette belle aventure, de cette valorisation patrimoniale, cette vulgarisation scientifique, parce que, par exemple, ce matin, vous étiez dans une classe de CM2. C'est ça. Pour parler du marégraphe. Oui, alors on est à la fois sur effectivement de la valorisation patrimoniale, parce que tout ça, c'est classé monument historique, il y a des belles choses à montrer. Donc ça fait partie intégrante de notre activité. La vulgarisation scientifique, parce qu'effectivement, on explique aux gamins ou à des adultes les histoires de pression atmosphérique, d'altitude, de mesures GPS, etc. Du fonctionnement de l'instrument. Et du fonctionnement des différents instruments, qu'ils soient à la fois mécaniques ou radars. Et puis tout ça nous amène forcément à des actions de sensibilisation sur les changements climatiques, puisqu'on qu'on mesure au marégraphe, c'est bien un des effets des changements climatiques. Voilà. Donc vous en parliez, l'IGN a signé avec la mairie de Marseille une convention, et vous allez bien... Non, c'est avec nous, avec les Amis du Marégraphe. D'accord. Voilà. Et donc, l'ERP, l'établissement recevant du public, donc le dossier est en cours. On espère, à la fois donc l'association, l'IGN qui est gestionnaire du site, et la mairie qui délivre le classement ERP, on espère bien arriver dans quelques mois à l'obtention de ce classement en ERP. Et donc, du fait de la convention qu'on a signée avec l'IGN, ça nous permettrait, au lieu d'ouvrir 2 jours par an, comme on le fait actuellement pour les journées du patrimoine, dans un cadre juridique particulier, d'ouvrir le plus possible
Ça dépendra de la disponibilité du lieu, l'hygiène restant prioritaire pour les fonctions scientifiques. Et puis après, ça dépendra de nos capacités associatives. Trouver des bénévoles pour... Je ne me fais aucun doute. On n'est pas très inquiet de ce côté-là. Voilà, je ne me fais aucun doute. Quand on parle de marégraphe ou de GPMM, les Marseillais sont toujours présents pour aller voir ces beaux bâtiments. Mais vous parliez de RP, mais vous avez déjà une labellisation et une reconnaissance internationale, nationale et régionale. Hein. Oui. Pas que du marégraphe de Marseille, celui de Brest aussi, c'est ça ? Il y a différents niveaux de labellisation, de reconnaissance. Effectivement, au niveau international, les marégraphes de Marseille étaient depuis 1985 dans un réseau mondial qui s'appelle GLOS. Et déjà à l'époque, ils étaient dans ce réseau mondial parce qu'ils avaient une série très longue de mesures. C'est les 2 marégraphes français qui ont les séries les plus longues, Brest et Marseille, dans cet ordre-là. Donc ça, c'est assez vieux. Et il y a eu une autre labellisation cette année par l'Organisation météorologique mondiale. Donc les 2 marégraphes ont été reconnus comme stations terrestres d'observation maritime depuis plus de 100 ans. Ah, voilà. Ça, donc il fallait au moins 100 ans de mesure et au moins 90% de bon fonctionnement de l'observatoire pendant ces 100 ans. Et à Marseille, on est bientôt à 140 ans. Et on a un pourcentage de bon fonctionnement de 97%. Donc on avait tous les critères pour être classé, pour être labellisé. Voilà. Bon, écoutez, ce que je vous souhaite, c'est qu'on se retrouve dans 60 ans, hein, pour les 200 ans. Donc ça, c'est une reconnaissance internationale. Hein. D'une certaine façon, on a aussi une reconnaissance nationale parce que personnellement, j'ai été décoré cette année, je suis chevalier de l'Ordre du Mérite maritime. Pour vos actions, bravo. Pour mes 20 ans d'action au marégraphe. Bravo. Mais je ne suis pas tout seul. Hein. Depuis le début, on était toute une équipe. Donc c'est l'occasion de saluer tous les gens qui, avant la création de l'association, venaient au marégraphe pour m'aider à ouvrir le portail et à faire des visites. Voilà. Et puis aujourd'hui, donc on a dit, on est plus de 150 et la vie du marégraphe continue et il est de plus en plus valorisé de façon structurée. Ce qui est positif. Et puis on a une reconnaissance régionale aussi parce l'association est bien aidée à la fois par la mairie et par la région. Donc à tous les niveaux, on est reconnu. C'est un travail d'équipe. Voilà. Un travail d'équipe un peu comme la SNSM. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Comme d'habitude, chers auditeurs, vous connaissez, on va parler des petits conseils de la SNSM, les recommandations de bonnes pratiques de la navigation. Alors, vous allez me dire, moi je suis à Marseille et je regarde pas trop les cartes parce qu'il n'y a pas trop de marées. Oui, mais il faut regarder les cartes à cause des marées. Même si le marégraphe, vous l'avez bien compris, mesure l'altitude et non pas l'eau. Mais bon, faites attention quand vous prenez la mer, toujours la même chose. On prend la météo, chose qui est très importante. On lit une carte et on regarde bien où on va naviguer. Ça arrive à tout le monde de s'échouer. Ben voilà, on finit ce podcast sur votre meilleur souvenir ou des remerciements à adresser à quelques personnes. Votre meilleur souvenir ? Eh bien, j'en ai beaucoup, mais je dirais que le meilleur souvenir, il est à venir. Ah. Le jour où on aura le RP et qu'on pourra inviter les premiers visiteurs après ERP, ce jour-là, on va sabler le champagne et ça sera sans doute un très grand souvenir. Voilà. Remerciement, une recommandation des livres. Votre livre d'abord. Votre livre, vous avez écrit un très beau livre qui s'appelle Le marégraphe de Marseille, tout simplement, voilà. Aux éditions Presse des Ponts. Alors c'est un bel là aussi un outil, hein, parce que tout est expliqué. On sent qu'il y a eu vraiment des centaines d'heures de boulot dessus. Combien de feuilles vous avez scannées pour mettre dedans ? J'ai pas compté, mais c'est au-delà de 10 000 pages de texte, hein, de sources pour écrire le livre. Ouais. Voilà, aux éditions Presse des Ponts, donc si vous avez envie de tout savoir sur l'histoire du marégraphe de Marseille. C'est 10 ans de mes soirées et de mes week-ends. Voilà. Un petit guide facile du CHOM, nos amis du CHOM, service hydrographique
de la marine. La marée, voilà, comme ça, c'est très simple. Comment tout savoir sur les marées? Donc c'est facile à vous procurer ça en même temps que vous achetez votre carte. Un remerciement peut-être? Vous avez quelqu'un, une équipe, votre équipe qui est à côté de vous là? On va remercier tous les gens qui aujourd'hui sont amis du marégraphe. On est de plus en plus nombreux. On commence à avoir formé une trentaine de personnes capables de faire visiter le marégraphe de Marseille. On est présent sur tout un tas de manifestations. Ce week-end, on était à Istres, à Aix-en-Provence, sur la Crête est libre à Cassis. Le week-end prochain, on sera à Bargemont pour la fête de la science. Cette semaine, on est dans les classes. Donc voilà, tous ces gens-là sont très actifs. Un planning bien rempli. Il faut les remercier. Voilà. Oui. Sans les membres, les bénévoles, les associations ne peuvent pas vivre en France. Et nous, à SNSM, on est bien placés pour le savoir. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Alors la prochaine fois que vous passez par la Corniche, vous regarderez sûrement d'un autre regard ce bâtiment historique et un observatoire moderne qui est lié au changement climatique. Alain Coulon, merci beaucoup de nous avoir donné de la hauteur sur le niveau 0 de l'altitude en France. Alors les prochaines visites, on l'a bien compris, c'est sous peu, en 2024, quand vous aurez cette ERP. Oui, et si vous êtes intéressé, écrivez-nous un petit mail, ami au pluriel, .maraigraphe@gmail.com, et on vous dira comment arriver à visiter un jour. Et voilà, vous saurez tout. Allez, n'oubliez pas d'aller soutenir avec Radio et TV Maritima les sauveteurs en mer avec vos dons sur le site station-carreau.snsm.org. C'est facile. Vous pouvez venir nous rencontrer à Carreau tous les samedis matins. On est sur le port. Nous sommes à côté du marché aux poissons. Mais comme vous le savez, notre bon vieux CTT SNS 113 est en cale sèche. Il reviendra à flot en décembre avec des moteurs tout neufs. Alain Coulon, merci encore pour cette belle rencontre. Le temps de cette pause marégraphe ici sur Marseille. Je vous souhaite bon vent et bonne mer, comme on dit. Merci à vous. Très, très heureux d'avoir pu vous parler du marégraphe. Merci beaucoup Alain. À bientôt. Au revoir. Au revoir.